Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Petit Pilier comme tous les lundis. L'actu du ballon ovale, c'est ici maintenant pendant 20 minutes avec nos deux spécialistes. Ce soir, Jérôme Prévost, plume acérée du milieu olympique. Salut Jérôme, merci d'être sur ce plateau. À vos côtés, Guy Akoseberi, l'ancien demi-mêlée du 15 de France, consultant France Info. Bonsoir Guy, merci d'être avec nous. Bonsoir Nicolas. Également ce soir, vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Allez. Très bien. Vous avez des bonnes choses en rugby? Ça dépend qui on suit plus particulièrement. Eh bien, on va en parler tout de suite, parce que voici les thèmes de cette émission. Nous allons évidemment revenir sur la défaite des Bleus face à l'Écosse, et vous allez tirer le bilan du tournoi des 6 nations. On évoquera également le top 14, avec La Rochelle qui régale, l'UBB beaucoup moins, Bayonne oui. Nous évoquerons enfin Bordeaux-Bègles, Bristol, la revanche ce week-end en Coupe d'Europe, dans ce face-à-face franco-anglais, et puis la Pro D2 avec ce match de la peur le week-end prochain entre Mont-de-Marsan et Soyeux-Angoulême, qui va valoir très très cher pour le maintien. On commence par l'équipe de France. Avec vous, Jérôme Prévost, battu sur le fil par l'Écosse. On va d'abord parler de ce match avant d'évoquer, de dresser le bilan du tournoi. Alors, est-ce qu'on a été déçu de la performance française? Déçu de la performance, oui. Après, c'était un superbe match. Un match très équilibré, finalement. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup, ce qu'on n'attendait pas. Et moi, je pense que l'Écosse a été très bonne, supérieure à ce qu'on pensait. Vous attendiez à mieux, Guy Akoseberi? Oui. En termes de contenu aussi. Hein. Oui, en termes de contenu. Alors, les conditions étaient compliquées. Hein. Beaucoup de pluie, du vent, voilà. Conditions pas du tout idéales pour jouer au rugby. Comme l'a dit Jérôme, très belle équipe d'Écosse qui a fait son match. Côté français, j'aurais espéré un peu mieux, un peu plus, parce qu'on avait tous envie que cette équipe gagne le tournoi. C'est vrai qu'il fallait faire beaucoup pour gagner ce tournoi. Ils ont fait, mais pas suffisamment à mon goût. Est-ce qu'ils avaient trop de pression sur les épaules, en fait? Il y avait le résultat, la victoire bonifiée, les 21 points d'écart, ou pas? Ça a joué ou pas, ça? Je ne pense pas que ce soit une histoire de pression, donc je pense que c'est une histoire tout simplement. Il y a encore des manques dans cette équipe, et ça a été identifié sur ce match, sur le match précédent aussi contre le Pays de Galles. Voilà, c'est une équipe qui est bien depuis 1 an et demi, qui finit 2 fois deuxième du tournoi, qui est sur une bonne pente ascendante, mais il y a encore des choses à faire évoluer. Vous êtes de partager l'avis de Guy Akoseberi, Jérôme? Oui. Moi, je crois qu'il y a quelques faits du match qui ont été contre les Français, notamment cette fameuse touche-là. Mais pour moi, c'est un fait du match. Juste avant la mi-temps. Voilà, c'est une touche qui a été choisie longue, alors qu'on aurait peut-être pu faire courte ou mi-longue pour assurer la prise de balle davantage. Je pense que ce fut le tournant du match, en effet. Sinon, le match a été, je le rappelle, magnifique. Et le tournoi est une compétition de plus en plus disputée, tant mieux. L'un des tournants, cette touche sûre. Après, il y a une action en deuxième mi-temps où l'équipe de France remonte le terrain, là, fait pratiquement 80 mètres. Et Antoine Dupont, dans les 22 mètres gallois, finit par dans les 22 mètres écossais, finit par un petit coup de pied par-dessus. Je pense que c'est Gaël Ficou qui l'appelle. Et je pense que là, sur les extérieurs, il y avait encore moyen de jouer, peut-être même de remarquer. Et s'il remarque à ce moment-là, je crois que l'équipe de France mène 18-10 à ce moment-là, donc ça peut être le vrai break à ce moment-là. Alors l'équipe de France a terminé deuxième pour la deuxième année consécutive, mais n'a pas gagné ce fameux tournoi dont le niveau devient de plus en plus élevé, Jérôme, depuis l'an 2010. 2010, Grand Chelem de Marc Lévremont. Ça commence à faire quand même. Là. Oui, c'est vrai, on ne s'y attendait pas. Rappelez-vous, moi j'étais très marqué par les années 97-98, où on pensait que ce serait mano à mano, France-Angleterre, et c'est le contraire qui s'est passé. Les nations celtes ont été paradoxalement servies par le professionnalisme. Tant mieux, alors il n'y a que l'Italie, bon, c'est un cas à part, dont on parlera une autre fois. Mais sinon, moi ça me fait très plaisir de voir tous les matchs aussi disputés par toutes les équipes. L'équipe de France revient petit à petit au niveau dont parlait Jérôme Prévost, ou pas, Guy Akoseberi? Ah oui, déjà, depuis 2010, quoi, 10 ans... Ça fait 2 fois donc l'équipe de France finit deuxième, mais les années précédentes, c'était quatrième, c'était très loin du compte et très loin du but, quoi, d'une victoire. Donc là, on retrouve une équipe avec de vrais leaders, avec un vrai capitaine, avec un staff qui fait travailler convenablement l'équipe. Donc voilà, c'est une équipe qui est en progression et qui doit continuer à progresser. Qu'est-ce qui manque à cette équipe de France? Un peu plus d'expérience peut-être? Ou de matchs réguliers? Les matchs, alors, c'est compliqué à dire. Les matchs qu'a fait Jalibert, tout le temps, comme ça. Je pense qu'avec Mathieu Jalibert, la France aurait peut-être gagné ce match, je le pense. Parce que Romain Tamac, que j'apprécie par ailleurs, n'a pas fait sa meilleure production là, contre l'Écosse. Peut-être un peu juste physiquement. Oui, il rentrait de 2 mois de blessure. Après, moi, pour l'équipe de France, je trouve que ce qui est bien, le staff a d'abord commencé par travailler la conquête, la défense, donc c'est là-dessus que l'équipe quand même a de gros atouts. Après, sur le plan offensif, je trouve que pour l'instant, cette équipe, et c'est ceux qui demandent le plus de temps, mais cette équipe est plus sur la recherche de l'exploit, avec Antoine Dupont, avec des joueurs d'exception, Damien Penaud, Thomas, Ficou, Vakatawa. On les a, ces joueurs capables de traverser le terrain.
Mathieu Jalibert aussi, que je ne vais pas oublier de citer. Et je pense que l'équipe a maintenant besoin de progresser et d'être bonne quand elle a le ballon, d'être capable de garder le ballon, ce que les Gallois et les Écossais, pour moi, ont très bien fait contre nous sur les 2 derniers matchs. Donc il faut s'inspirer un peu de ces 2 équipes-là. Alors le tournoi Destination 2021, c'est fini avec la 2e place pour l'équipe de France. Et puis sur les réseaux sociaux, bien sûr, on a chambré un peu Baptiste Serin, qui a fait une entrée très très rapide. À peine entrée, aussitôt ressorti pour un carton jaune. Ça arrive au rugby. Ce sont des choses qui peuvent se dérouler lors d'un match. Le top 14 maintenant, deuxième débat de ce soir, avec d'abord cette 20e journée très riche d'enseignements le week-end dernier. Dans le haut de tableau, l'impressionnante, parce qu'il faut appeler ça comme ça, victoire de La Rochelle à Chaban face à Bordeaux-Bègles, à Cossé-Berry. 26-11. Oui. Démonstration des Rochelais. Hein. Oui, démonstration. Les Rochelais, enfin, moi je n'avais pas eu la chance jusqu'à présent de les voir évoluer. Enfin, j'avais vu que des petits morceaux de match. Là, ils m'ont vraiment impressionné. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment complets. On sait qu'il leur manquait pas mal de joueurs en plus, qui étaient avec l'équipe de France. Donc, c'est-à-dire que c'est une équipe qui va devoir, enfin, sur laquelle la région va compter sur la fin de saison. Après, par contre, déçu par l'UBB. Parce que moi, j'étais très, très positif. Je trouvais que ça allait mieux. Alors, l'UBB était amoindri aussi. Hein. Il y a quand même beaucoup de blessés en ce moment. Mais voilà, je sais pas, ça a été flagrant par rapport à La Rochelle, qui a 4 ou 5 gratteurs, comme on dit. De l'autre côté, il y en avait très peu, voire quasiment pas. Donc voilà, la composition de l'équipe avec cette 3e ligne, qui est quand même une 3e ligne de joueurs un peu statiques. Et voilà, je pense que Christophe Furios va redresser tout ça. Je crois qu'il y avait réunion lundi matin à 8h pour mettre les choses au clair. Parce que c'est vrai que ça pose des problèmes. Enfin, ça pose des problèmes. Ouais. Ça permet aux autres de se rapprocher. Mais bon, après, il reste suffisamment de matchs et l'équipe a suffisamment de qualité pour se qualifier quand même. Jérôme Prévost, on va rester sur La Rochelle avant de revenir sur le bébé. La Rochelle vous a impressionné quand même. Impressionné tout le monde. Un rouleau compresseur de printemps. C'est joli. C'est joli, un rouleau compresseur de printemps. Non, ils ont fait un match. Vous pouvez développer, s'il vous plaît. Oui, ils ont fait un match extraordinaire. Là, il faut le reconnaître. Alors, il restait sur 2 défaites avant. Ouais, c'est ça. Mais dans une contre Toulouse de peu à domicile. Et une dégelée à Castres en première mi-temps. Dégelée, vous êtes sûr. En première mi-temps. Oui. Ils étaient bien revenus en deuxième mi-temps, mais là, on a trouvé le La Rochelle impressionnant. Alors, ils ont gratté des ballons. À un moment donné, ils ont fait un festival au grattage. Là, Botia s'y est mis. Enfin, ils ont un pack qui a fait un match extraordinaire. Ils ont avancé en mêlée. Alors, je rappelle qu'ils ont subi 3 cartons jaunes, ils ont quand même gagné largement. Ils ont même joué à 13 contre 15, et sur ce laps de temps, je crois qu'ils gagnent 3-0, ce laps de temps. C'est vous dire leur supériorité, il faut les féliciter. Alors, on reparlera de l'UBB après, à l'occasion du match contre Bristol en Coupe d'Or. Je voudrais qu'on reste avec le top 14 et que l'on évoque la lutte pour le maintien et la perf aussi du week-end pour l'Aviron Bayonnais, qui a battu le Racing. Alors oui, amoindri, oui, il manquait des joueurs, mais quand même, ça reste une énorme cylindrée, le Racing, et il fallait les battre avec la pression du résultat, et l'Aviron l'a fait, Guillaume. L'Aviron l'a fait, et c'est une belle bouffée d'oxygène, je crois, pour l'équipe, parce que c'était tendu, là. Je ne suis pas persuadé qu'ils avaient coché cette victoire-là en début de saison à la maison, parce que le Racing fait partie des 3-4 meilleures équipes du championnat, sera peut-être même champion cette année encore, donc très belle performance. Voilà, je crois que là, ils ont maintenant leur destin entre les mains, quoi. Il y a ce gros match à Pau qui va arriver. 16 avril, oui. Ouais, qui va être très très important pour la fin de saison. Mais ils y vont, je pense, avec moins de pression que s'ils avaient perdu ce match contre le Racing. L'Aviron Bayonnais a 7 points d'avance sur Pau. On va en parler après de la section paloise, mais juste un mot de l'Aviron Bayonnais. Jérôme, l'Aviron Bayonnais solide au mental, mais aussi qui joue bien. Oui, alors c'est pas une équipe que je vois jouer souvent, donc j'avoue que je ne suis pas le spécialiste de cette équipe. Moi, je crois en Yannick Bru, parce que c'est un homme qui est pragmatique, qui surveille exactement d'une façon très rigoureuse les performances de son équipe, qui les analyse. Donc je pense qu'il sait appuyer sur quel bouton, à quel moment de l'année. Alors, allez-y, je vous en prie. Oui, pour faire la décision, et je pense qu'ils ont pris un petit avantage psychologique sur les Palois. Alors 7 points, c'est aussi un avantage comptable sur la section, c'est un peu plus qu'une victoire bonifiée. Bayonne qui jouera à Pau le 16 avril, Pau en revanche qui a, qu'est-ce qu'on va dire, raté le coche à Castres, un point de bonus défensif ce week-end. C'est difficile de dire rater le coche à Castres, une belle équipe, ou or, c'est un bon point. Enfin, je n'ai pas vu le match, mais je pense que c'est un bon point. Castres est quand même depuis 2 mois là, sur une très bonne dynamique, donc prendre un point à Castres, un point de bonus défensif, c'est un bon point. C'est le point de l'espoir ? Oui, le point de l'espoir. Après, il faudrait connaître leur calendrier par cœur, mais il y a quand même du talent, je le dis souvent. Antoine Astoy, très fort. Vous l'aimez beaucoup. Ouais, tous les lundis, dès que vous êtes présent sur le plateau. Je le trouve très brillant, moi, personnellement. Il le place. Je le trouve très brillant. Il Jalibert, Astoy, que les 10. C'est que les 10. Jérôme ne regarde que les 10. Le jeu s'arrête là. Alors, je force ma nature. Oui, je force ma nature. Mais non, je trouve qu'il est très bon. Dobagna, j'aime bien quand je le vois jouer. Il me déçoit rarement. Il y a quelques joueurs qui ont de la qualité. Il va y avoir un bon mano à mano, là.
pour l'avant-dernière place. La section paloise sous haute pression avant de recevoir Bayonne. Ça sera le vendredi 16 avril. Pas droit à l'erreur, là. Ah, pas droit à l'erreur. 7 points d'avance, on rappelle, pour Bayonne, qui est 12e, et Pau 13e. Ça se joue entre les deux équipes, surtout comme Montpellier a gagné à Toulouse, donc ils reprennent un peu le large. Donc oui, c'est entre les deux équipes. Et comme je disais, je pense que le fait que l'Aviron ait battu le Racing, ils vont aller avec beaucoup moins de pression à Pau. Une équipe qui arrive avec moins de pression, et c'est toujours, voilà, en fonction de l'évolution du match, c'est toujours plus facile que la section qui, elle, par contre, va jouer avec une grosse pression, parce que si elle perd ce match, je pense que là, elle sera barragiste, quoi qu'il arrive. Donc attention. Pour en finir avec le top 14, un mot d'Agen qui a perdu encore. Oui, bon, c'est terrible. Ouais, c'est terrible, 57-3, c'est ça. C'est lourd. Alors, j'ai peur qu'il reçoive une cuillère de bois, ce qui ne s'est jamais fait, je crois, en top 14. Tous les matchs perdus. Hein. Ouais, j'ai peur de ça, pour la mémoire d'Albert Ferraz, de Guy Basquet, de tous ces grands dirigeants, j'aimerais que ça n'arrive pas. Guy, un mot sur Agen? C'est difficile parce qu'on répète toujours les mêmes choses. Oui, c'est difficile. Ils ont 2 points, je crois, les Agenais. Ouais, 2 points. C'est dur. Dur, je crois que l'UBB il va pour le prochain match en plus, donc voilà, ils reçoivent l'UBB qui vient de perdre, donc, et qui n'a plus le droit de perdre si l'équipe veut se qualifier, donc voilà, je crois que ça va être un calvaire sur les 6 derniers matchs qui restent pour cette équipe. Et alors c'est sûr qu'il faut préparer la saison prochaine, mais préparer la saison prochaine quand on prend 40-50 points tous les week-ends, c'est compliqué. Oui, il y aurait des défaites, mais des défaites, comme on dit, des défaites encourageantes, avec des défaites de 4-5 points jusqu'à 10 points, mais là quand c'est 40-50, c'est même très dur pour les joueurs. C'est fini pour le top 14. Pour ce soir, évidemment, on va évoquer la Coupe d'Europe. Et avec La Rochelle d'abord qui jouera à Gloucester vendredi en 8e de finale. Et Bordeaux-Bègles qui recevra Bristol ce dimanche. Est-ce qu'on peut appeler ça une revanche? C'est un terme journalistique dans la mesure où l'UBB avait perdu en demi-finale du challenge européen. C'était au mois de septembre face à ces mêmes Anglais. Est-ce qu'il y a une revanche, Jérôme Prévost, ou pas? Non, je ne pense pas qu'ils vont se dire ça. Cette fois-ci, c'est ici le match. Ouais, non, ce qui est sûr, c'est que le match dont vous parlez avait été magnifique. Même si l'UBB avait perdu, c'était un superbe match. Donc là, je pense que ce sera du même niveau. Moi, très attaché à l'esthétisme des matchs. Qu'est-ce qui vous arrive, Jérôme Prévost? Non, c'était assez passionnant à regarder, parce qu'il y avait un chassé-croisé. Le 10 de Bristol avait été très bon. Je ne sais pas si vous chambez pas un peu quand même. Et Max Malins. Ah, ça, c'est l'arrière. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de revanche? Alors, répondez à ma question ou pas? Mais non, moi, je crois pas à ça. Je crois qu'ils vont surveiller Radradra, par contre, qui est un homme qui fait très mal. Il y a des confidences de joueurs du top 14 qui disent que quand vous l'affrontez, il fait extrêmement mal. Il y a presque des joueurs qui ont peur de lui. Tellement cet homme est un obus humain. Pardon, pas facile d'enchaîner après. Un obus humain, Guy Akoseberi, est-ce que l'UBB peut le faire? L'UBB, vous le disiez, qui a pris un sacré coup derrière la tête ce week-end en championnat, qui a des bons joueurs. C'est Chidi, le 10 de Bristol. Peut-être que la Coupe d'Europe n'est pas l'international gallois. Est-ce que l'UBB peut éliminer Bristol dimanche? Parce que c'est un peu un match charnière là, pour se relancer ou pas? Oui, alors après, Bristol est premier de son championnat. L'UBB, je crois que maintenant, l'objectif de l'UBB, je ne pense pas que ce soit d'être champion d'Europe. L'objectif est d'être dans les 6 et de se qualifier pour les phases finales du top 14. Donc ça va être un gros match parce que par contre, Bristol, eux, ils vont vouloir faire une belle campagne européenne. Ils en ont les moyens, ils ont l'effectif. Radradra, comme le disait Jérôme, est rentré ce week-end, donc on le connaît par cœur, même si c'est bien de le surveiller, mais ça peut ne pas suffire. Il y a du beau monde à Bristol. Voilà. Le pilier droit Sinclair, c'est clair. Ils ont vraiment une très belle équipe, et c'est une équipe qui joue beaucoup. Moi, j'avais eu la chance de commenter la demi-finale à la radio sur France Bleu avec Arnaud Carré, mais on s'était régalé à commenter, quoi. C'était un match vivant, et l'UBB avait perdu en prolongation. En prolongation, mais ils auraient pu gagner ce jour-là, et ils auraient dû gagner même d'après moi, parce que sur la dernière action du match, il y avait une touche pas trouvée, là, il y avait eu un petit détail technique qui avait fait que l'équipe avait dû aller aux prolongations alors qu'elle était en mesure de gagner ce match. Donc là, ça va être un autre match, une autre compétition. Un gros match. Je crois que ça prépare, quoi qu'il arrive, ça préparera l'UBB aux échéances à venir et surtout aux phases finales, s'ils accèdent aux phases finales. Ça peut relancer l'UBB? Ouais, qui a perdu ce week-end, qui est resté sur un mauvais match contre Pau. Les entraîneurs vous disent toujours que ce n'est pas le même contexte, ce ne sera pas les mêmes joueurs, il va y avoir des changements. Alors déjà, Louis Picamol n'est pas qualifié. Il y a l'état d'esprit quand même, il faut le savoir. Avoir contre Bristol. L'état d'esprit, mais moi je ne peux pas concevoir que des joueurs rentrent sur un terrain sans état d'esprit. Moi je pense que c'est le talent, la tactique, la technique, le physique qui font la différence. Et l'envie.
Pour moi, l'envie, ça va. Je ne peux pas concevoir que des joueurs qui portent le maillot, la tunique sacrée de l'UBB n'est pas. Mais l'envie de se pas dépasser. Ils ont envie de jouer, mais d'aller au-delà. Je pense qu'ils l'auront, mais d'aller au-delà. Il y a le talent en face. C'est une compétition qui est médiatisée. C'est la Coupe d'Europe, c'est entre le top 14 et les matchs du tournoi que l'on a vécu ces dernières semaines, voire au même niveau que le match du tournoi. Donc, pour de jeunes joueurs qui veulent se faire remarquer, pour des joueurs qui n'ont pas la chance de jouer les matchs du tournoi, de pas faire partie d'une équipe nationale, c'est là qu'il faut se lâcher sur ces matchs. Ouais. UBB Bristol, c'est ce dimanche à 16h au stade Chabandelmas. Et on rappelle que La Rochelle, l'autre équipe de Nouvelle-Aquitaine engagée dans cette Coupe d'Europe, jouera à Gloucester vendredi. Ce sont les 8e de finale. On va terminer cette émission par la France. Et donc, on revient en France. Et la Pro D2, Biarritz recevra Nevers ce week-end. Biarritz qui a pris une bonne petite auto à la Béziers. Biarritz qui recevra Nevers ce week-end, donc dans un match important pour les phases finales. Dans le bas de tableau, on va s'attarder sur ce Mont-de-Marsan, Soyaux, Angoulême, qui va valoir très cher. D'abord pour les Charentais. Oui, alors moi je pense que Vincent Etcheto est revenu au chevet de cette équipe. Il a réussi à la redresser sur certains matchs, mais bon, il partait de loin. Donc moi je pense que c'est un des matchs de la dernière chance, évidemment. Là, je ne peux pas vous assurer qu'ils vont faire quelque chose. Ça, c'est quand même difficile. 10 points de retard sur le 14e pour Soyaux Angoulême, c'est très compliqué là. Oui, bon, là, chaque match est un match de phase finale, on va dire, donc un match couperé. Donc là, à Mont-de-Marsan, oui, il faut faire un coup à Mont-de-Marsan. C'est pas assez près encore ce week-end à Rouen. Comme l'a dit Jérôme, depuis que Vincent est là, tous les matchs se jouent de peu. Ils ont eu quelques belles victoires. Ils avaient quitté cette dernière place lors de la dernière journée. Et puis là... Là, ils ont un calendrier aussi qui est compliqué parce qu'ils sont à Rouen, là, ils vont à Mont-de-Marsan, qui sont des équipes qui jouent pour le maintien aussi. Donc, bon, on a confiance en Vincent. Il va nous trouver une petite formule qui va permettre à nos Charentais de se sortir de cette mauvaise passe. Mais Mont-de-Marsan s'est imposé le week-end dernier à l'extérieur, à Aix-en-Provence. Un match très très important. En tout cas, une victoire capitale pour les Montois, qui ont leur destin en main, Jérôme Prévost. Oui. Bon, moi, je crois quand même qu'ils sont dans une période favorable, malgré tout. Donc, moi, je crois qu'ils vont s'imposer de peu, mais ils vont s'imposer. Drôle de saison pour Mont-de-Marsan, quand même. Il y a eu beaucoup de matchs reportés à cause du Covid à l'automne, des problèmes de rythme, et puis ils sont dans le bas de tableau depuis le début de la saison. Mais ils arrivent à chaque fois à gagner les matchs qu'il faut gagner. Oui. Après, le niveau de la Pro D2 s'élève aussi. Mont-de-Marsan, enfin, on ne va pas relancer les mêmes histoires et les mêmes polémique, je dirais, mais voilà, c'est compliqué, comme Mont-de-Marsan, Dax, chacun de leur côté, avec leur budget respectif. Déjà, ce que fait Mont-de-Marsan, s'ils se maintiennent encore cette année en Pro D2, mais Mont-de-Marsan fera partie des 30 meilleures équipes de France. C'est extraordinaire. C'est fabuleux. Voilà, entraîneur, un homme très sympathique, Patrick Millet, quelqu'un de passionné, Tirossé d'origine. Diaco Seberi, là, il y a un petit. Qui connaît bien le rugby. Alors, est-ce que Tyros, s'il y en a encore qui l'ignorent. Ce qui est amusant de voir, c'est qu'il y a un joueur qui était prêté par l'UBB, Simon Desobies, qui a joué pour l'UBB et qui revient à Mont-de-Marsan, tout ça dans la même saison, avant de repartir à l'UBB la saison prochaine. Alors, est-ce qu'il va jouer là cette fin de saison ? J'avoue que je ne sais pas, je vais surveiller ça. Je pense que les Montois auraient tort de ne pas le faire jouer. Je pense que son passage à l'UBB, il est rentré en plus sur quelques matchs. Donc je pense que c'est une expérience acquise là qui va lui permettre, je pense même en Pro D2, d'évoluer un peu plus sereinement. Donc il faut que les Montois l'utilisent, oui. Juste un mot de Biarritz qui reçoit Nevers. Biarritz qui a largement perdu à Béziers. Biarritz qui est quasi assuré de terminer 3e. Il y a un petit moment de roue libre pour les Biarros. Je ne sais pas. Enfin, moi, ce que je regarde, c'est surtout les coulisses là. Avec un bras de fer entre le président et il faudrait une heure là pour. La municipalité, moi qui aime Biarritz. Un coup joué à Lille, finalement non, ils vont rester à Biarritz. Je suis déstabilisé, moi, personnellement, par cette histoire. J'espère qu'elle va se résoudre le plus vite possible, parce que ça ne me fait pas plaisir de voir Biarritz comme ça tiraillé. Est-ce que ça déstabilise les joueurs ? Oui, automatiquement. En fait. Et le staff technique, évidemment. Bien sûr, mais tout le monde, là, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine ? Imaginez des joueurs qui ont signé à Biarritz, si l'idée de Lille avait été adoptée, un joueur qui a signé à Biarritz qui se retrouve à jouer à Lille, enfin, non, mais c'est incohérent, quoi. Donc, il faut que la municipalité, le club, trouve une porte de sortie, parce que ce club est quand même une belle vitrine pour cette belle ville qu'est Biarritz. Donc voilà, entre gens intelligents, j'espère qu'ils vont trouver une solution, et surtout que ça remette un peu de sérénité au niveau des joueurs, du staff, parce qu'ils sont qualifiés là, ils ont tellement d'avance qu'ils vont se qualifier, ils vont jouer des phases finales, donc voilà, il y a tout un intérêt pour ce coin-là, pour cette ville-là, pour ces joueurs-là, donc il faut
leur amener un peu de sérénité. Ouais. La sérénité, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Guy Akoseberi, la sérénité pour le BO et pour Au revoir. bon nombre d'équipes de la région engagées dans les phases finales et dans des matchs importants en Coupe d'Europe ce week-end pour La Rochelle et l'UBB et en championnat de Pro D2 et ensuite de Top 14. À très bientôt, belle soirée à vous sur Noix et merci beaucoup Jérôme Prévost Au revoir. et Guy Akoseberi d'avoir été des nôtres ce soir. Bye bye.